comme vous le savez peut-être, le droit à l'anonymat est un droit qui a été consacré et discuté par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Spencer de 2014. Hein. On interprétait certaines dispositions. Le sous-alinéa 7.3, c'est 1 II de la loi sur la protection des renseignements publics et les documents électroniques. Donc, notre loi qui protège les renseignements personnels, la loi fédérale qui protège les renseignements personnels dans le secteur privé. Et la Cour avait décliné ou avait trouvé dans cette loi-là un droit à l'anonymat qui protégeait les personnes ou les internautes, même quand ils se baladent sur Internet, quand ils naviguent sur Internet, de retenir une certaine forme de vie privée, okay? De rester anonyme quand ils surfent sur Internet. Et je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment est-ce que ce droit-là ne se passe pas juste sur Internet ou dans les espaces virtuels, mais même dans les espaces physiques. Comment est-ce qu'il s'articule? Comment est-ce qu'on va le voir dans la loi? Puis comment est-ce qu'il nous protège même des espaces physiques dans la vie concrète de tous les jours, même si Internet fait de plus en plus partie de notre vie de tous les jours, finalement. Okay? Donc, c'était de transposer un petit peu le raisonnement de Spencer, puis d'aller voir dans les lois que la Cour suprême va interpréter dans Spencer, voir comment ça s'applique dans votre monde physique, dans le monde de la ville intelligente. Okay? C'était un petit peu le point de départ. Et je vais identifier deux lacunes. Je vais revenir sur ces lacunes à travers ma présentation, sur certaines solutions à ces lacunes-là. La première, c'est que la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, puis je vais justifier mon choix par après, fonctionne ou opère sur un fantasme, qui est le fantasme de l'anonymat, de la dépersonnalisation. Comme quoi, ça serait possible, puis je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus tard, de poser une frontière étanche, imperméable, entre ce qu'on considère une donnée personnelle, hein, une donnée qu'on porte sur une personne qui va permettre de l'identifier, une donnée à la limite statistique ou dépersonnelle, dépersonnalisée, ou une donnée anonyme. Okay? Donc, c'est possible de faire une distinction étanche, claire, facile, statique entre ces deux concepts-là. C'est un fantasme, selon moi, et c'est une des limites, la première limite que je vais identifier pour la loi. La deuxième lacune, c'est le fait que la loi a une logique, en fonction du droit à l'anonymat, qui peut être relativement réactive. Okay? Au lieu d'avoir une logique proactive de protection de la vie privée. Elle va souvent réagir à des atteintes à la vie privée et donc enclencher une protection une fois qu'il y aura déjà eu un dommage à la protection de la vie privée. Donc, elle va venir réagir. Elle arrive un peu trop tard, pas toujours, mais dans certains cas, puis si je vais identifier certains scénarios, dans la protection du cycle de vie de l'information. Okay? Donc, première lacune, cette espèce de fantasme, cette division, ce fantasme de l'anonymat parfait ou de la dépersonnalisation parfaite. Dans un deuxième temps, cette logique est un peu réactive au lieu de préventive. Et le droit devrait prévenir les atteintes, c'est une fonction de notre charte, de prévenir les atteintes à la vie privée, au lieu de simplement réagir puis venir pallier celle-ci par après. Pour la présentation aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques et la loi fédérale pour la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Je vais parler aussi, parce qu'on me l'a demandé un petit peu, mais c'est de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Québec. Okay? Il y a certaines nuances, certaines différences, puis je vais aller mettre quelques accents sur ça, mais je vais surtout me concentrer sur la PIPEDA, qui est la loi fédérale. La raison en est, c'est que la loi fédérale, il y a plusieurs raisons, mais la loi fédérale va s'appliquer dans toutes les provinces. Okay? Sauf les provinces qui vont adopter des lois qui sont considérées ou jugées comme essentiellement similaires. Alors, il y a l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec. Donc, l'idée, c'est que même dans les provinces où la PIPEDA ne s'applique pas, il va y avoir une loi qui va, grosso modo, reprendre pas mal ce que la PIPEDA va dire, qui va être jugée essentiellement similaire. Okay? Il y a des petites nuances, il y a des petites différences, mais quand on fait la PIPEDA, on couvre un plus large inventaire. C'est d'ailleurs celle qui est en vigueur en Ontario. Okay? La deuxième raison, c'est que c'est la PIPEDA qui va s'appliquer même dans les provinces où il y a une loi qui est jugée essentiellement similaire, quand on va parler de circulation, diffusion d'informations entre les provinces ou au niveau international. Donc, les grandes compagnies qui vont venir chercher des données dans les villes intelligentes, souvent, ça va être des compagnies qui vont vouloir faire circuler ces informations-là. Donc, même si c'est au Québec ou en Alberta ou en Colombie-Britannique, c'est la PIPEDA qui va s'appliquer quand ils vont vouloir exporter ces données ou les envoyer à l'étranger ou les envoyer même juste dans d'autres provinces. Okay? Donc, c'est la raison pourquoi j'ai choisi de travailler surtout sur la PIPEDA, mais je vais faire quelques petits accents, quelques petits points sur la loi québécoise aussi. Okay? Donc, pour bien comprendre les deux lacunes que j'ai tenté d'expliquer ou je vais tenter de mettre en relief, on va déjà commencer par
passer à travers la mécanique de la PIPEDA et un petit peu de celle de la loi québécoise aussi, voir les grands principes, les grandes qualifications qu'on va faire à travers la loi. Puis ça va m'amener à faire un certain nombre de scénarios qui vont identifier certaines lacunes de cette loi-là. Alors, juste pour peut-être poser une question, qui est déjà très familier avec ces lois-là, qui suit les cours, la loi québécoise, la loi fédérale, est-ce qu'il y a des gens qui la travaillent beaucoup, qui c'est quelque chose de relativement neuf, parce que bon, je peux m'adapter aussi par rapport à tout ça. Virginie, ça c'est... On la connaît très bien. OK, fait que tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. OK, c'est bon. Alors, la première étape, déjà, c'est de voir, c'est de parler, c'est des lois qui vont s'appliquer au renseignement personnel. Okay? Donc, déjà, la protection va s'appliquer à un renseignement qu'on va devoir qualifier, c'est l'étape de la qualification de la donnée, à un renseignement ou une donnée qu'on va considérer comme étant personnelle. Donc, au fédéral, au Québec, on a deux définitions qui sont un tout petit peu différentes. La première, au fédéral, ça va être un renseignement qui porte sur une personne identifiable. Donc, on pourrait penser déjà que la personne est déjà identifiée, okay, que c'est déjà identifiée, puis que c'est une donnée qui porte sur cette personne-là. On va voir plus tard que la jurisprudence vient clarifier tout ça, c'est pas vraiment ça qu'on veut dire. Alors qu'au Québec, on parle d'un tout renseignement qui concerne une personne physique et qui va permettre de l'identifier en plus. Donc, il y aurait une étape supplémentaire au Québec, mais que la jurisprudence va venir clarifier au niveau fédéral. Okay? Surtout l'arrêt Gordon de la Cour fédérale en 2008. Alors, il y a deux choses qui sont importantes de voir dans la qualification de cette donnée. Dans un premier temps, il faut que ça porte sur une personne. Okay? Ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas si simple que ça, finalement. Il faut que ça porte sur une personne, okay? Donc c'est une donnée personnelle, mais une personne aussi qu'on peut identifier, okay? Qui va être identifiable, qui va permettre son identification, mais il ne faut pas juste que ça soit une personne, puis on va voir plus tard pourquoi c'est important, mais une personne qu'on peut identifier. Okay? La raison en est qu'un renseignement dépersonnel, techniquement, ça porte sur une personne, mais son identité est cachée, donc ça tombera en dehors de la sphère de protection de la loi. Okay? Donc, c'est la chose qui est importante à retenir. Porte sur une personne qui est identifiable. Okay? Donc, techniquement, ce qui porte sur une personne, mais qui ne va pas permettre de l'identifier, va tomber en dehors de la sphère de protection de la loi et va pouvoir être exclu de cette protection-là et soumis à un traitement qui ne va pas être régi par les normes, les principes qui vont être évoqués par la loi. Maintenant, dans l'arrêt Gordon contre santé, Gordon contre Canada, pardon, une décision de 2008 de la Cour fédérale, on est venu un petit peu affiner cette définition qu'on va retrouver à l'article 2 de la PIPEDA. Dire donc que ça ne va pas être seulement un renseignement qui, à lui seul, ou immédiatement ou directement, va révéler l'identité de la personne. Okay? On voulait moderniser tout ça, dire, même avec le couplage de données ou l'appariement de données, la jonction des données dans un contexte de données massives, même une donnée qui, à la base, ne va pas révéler l'identité de la personne, une fois qu'elle va être combinée à d'autres données, va pouvoir révéler l'identité de la personne. Et ça, il va falloir qu'on puisse les considérer comme des renseignements personnels aussi. Donc, on commence à avoir une première prise en charge, mais relativement timide, puis je vais revenir un petit peu plus tard, des risques de réidentification à partir de données dépersonnalisées ou des risques d'identification à partir de données qui, a priori, n'ont pas de l'air de révéler l'identité de la personne. Il y a un seuil qui est relativement peu élevé pour prendre en charge ce risque de réidentification-là. Okay? Donc, ce qu'on va nous dire au paragraphe 34, ce que la Cour fédérale va nous dire, c'est que les renseignements seront des renseignements personnels seront des renseignements concernant un individu identifiable lorsqu'il a de fortes possibilités que l'individu puisse être identifié par l'utilisation de ces renseignements, seul ou en combinaison avec des renseignements d'autres sources. Okay? Donc, un renseignement personnel, même ou un renseignement, si on le combine à d'autres renseignements et qu'il y a de fortes possibilités qu'on puisse identifier et ou identifier la personne, on va le considérer comme un renseignement personnel. Okay? Donc, ça vient un petit peu élargir la définition qu'on a ici. C'est pour ça que je dis que ça vient pallier à ce qu'on a pallier à la définition québécoise, pallier de la définition québécoise, pardon. Mais on a un seuil qui est relativement peu élevé, surtout aujourd'hui dans le contexte de l'appariement de données ou de données massives. Okay? Il faut qu'il y ait de fortes possibilités d'identification ou de réidentification pour que la donnée soit considérée comme personnelle. Même s'il y a des possibilités moyennes, que ce ne serait pas facile, mais que ça serait possible moyennant un certain travail qui demanderait un certain effort, ça ne sera pas considéré comme des renseignements personnels, ça va tomber à l'extérieur de la sphère de la protection. Okay? Ça s'apparente un petit peu à un critère de facilité. Il faut que ça soit facile d'identifier la personne ou de réidentifier la personne pour qu'on considère
que c'est des renseignements personnels. Si c'est moyennement difficile ou même difficile, on ne considère pas comme des renseignements personnels. Okay? Aujourd'hui, ça pose une certaine forme de problématique, parce que même si ce n'est pas facile, mais quelqu'un pourrait travailler un petit peu fort, mettre un petit peu d'effort, puis que ça devienne un peu plus difficile, ça va être considéré quand même un renseignement qui sera dépersonnalisé ou qui ne sera pas personnel, et donc le traitement ne va pas être soumis à la loi. Okay? Ça, c'est quelque chose qui vient clarifier c'est une décision qui vient clarifier l'article 2 de la loi fédérale, mais c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les lois qui portent sur le secteur de la santé ou relatifs à la santé. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, on pourra peut-être en parler en discussion, mais notre troisième génération de lois sur la protection des renseignements personnels, la première étant la publique, la deuxième le secteur privé, la troisième sur la santé, on a déjà ces clarifications-là au sein même de la loi. On a des critères de forte possibilité ou raisonnablement possible de prévoir, c'est ce qu'on a en Ontario par exemple, de facilité de réidentification, c'est ce qu'on a en Alberta par exemple, ou à l'île du Prince-Édouard. Okay? Donc les lois relatifs au domaine de la santé ont pris ça en charge un petit peu plus dès l'adoption de la loi ou dès la rédaction de la loi. Au niveau fédéral, il a fallu que la jurisprudence vienne clarifier un petit peu tout ça. Okay. Une fois qu'on a qualifié notre donnée et qu'on a un renseignement personnel, là, je vais juste passer la mécanique de la loi très rapidement pour venir illustrer certaines choses. Ça serait peut-être un peu le chemin plus simplifié à travers lequel on passerait. À partir du moment où on a un renseignement personnel, protection de la loi va s'enclencher. Au niveau fédéral, et ça c'est le chemin fédéral, ce qu'on a tendance à dire, c'est tout de suite qu'il faut aller chercher le consentement de la personne pour pouvoir collecter, utiliser ou divulguer des renseignements personnels. Ce n'est pas tout à fait vrai. Okay? La raison en est que quelqu'un ne peut pas consentir à n'importe quoi. Quand on va chercher un consentement, il faut qu'on explique les fins qu'on vise par la collecte de données, l'utilisation, la divulgation de la donnée. Et en vertu du paragraphe 5.3 de la loi, là c'est peut-être si vous voyez peut-être un peu moins, il faut que ça soit des fins qu'une personne raisonnable considérerait comme acceptable dans les circonstances. Okay? Il y a un test, pour ça un test qu'on va trouver dans l'arrêt Eastman, par exemple, qui reprend un petit peu le critère de l'arrêt Oaks, ou un test qu'on trouve aussi concernant la protection de la vie privée. Et une fois qu'on considère que c'est une fin qui est raisonnable, ou qu'une personne raisonnable considérait comme acceptable, cette fin-là est permise par la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, les étapes qui sont prévues au paragraphe 7, 1, 2, 3 sur la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels va entrer en jeu. Le paragraphe 5.1 va rentrer en jeu aussi, même s'il arrive un petit peu avant. Comme quoi, il faut respecter les 10 critères qui sont les 10 principes de traitement équitable de l'information qui sont à l'annexe 1 de la loi vont rentrer en jeu. Ces critères ou ces principes vont parler de consentement. Okay? Donc, une fois qu'on a une fin raisonnable, on va aller chercher le consentement de la personne. Et évidemment, il y a des exceptions. Spencer parlait sur l'interprétation de certaines de ces exceptions-là, évidemment. Donc, il faut aller chercher le consentement pour la collecte, enfin des vues visées. C'est pour ça qu'on va parler d'un consentement éclairé. Et l'utilisation de la divulgation pourra viser que ces mêmes fins-là. Okay? Puis je vais mettre ça en banque, puis on va y revenir un petit peu plus tard. Il y aura des obligations aussi qui vont rentrer en matière de protection des données au niveau de la sécurisation des données. Okay? Donc, une fois que ces données sont sous mon contrôle, j'en suis responsable. C'est le principe 1 de l'article de l'annexe 1. Et donc, je dois en assurer la sécurité. C'est un autre principe de l'annexe. Et prévenir contre les divulgations accidentelles, le vol, le piratage, les divulgations non consenties, le hacking, ce genre de choses-là. Okay? Donc, c'est un petit peu la mécanique qui va se mettre en place. Au Québec, c'est très semblable, évidemment, c'est une loi qui est similaire. On a l'article 2 qui va venir nous permettre de qualifier la donnée. L'article 4 ne va pas parler d'une fin raisonnable, qu'une personne raisonnable considérait comme acceptable dans les circonstances, mais il va parler de la constitution d'un dossier sur une personne en raison d'un intérêt sérieux et légitime. Il y a un peu moins de jurisprudence pour interpréter ces critères-là, mais je pense qu'on peut s'en remettre, puis ce n'est pas vraiment un enjeu aujourd'hui, à la jurisprudence de la TUPEDA pour voir qu'est-ce qu'on veut dire par un intérêt sérieux et légitime. Okay? Ça revient un petit peu à des fins raisonnables d'une personne raisonnable. À partir de ce moment-là, la collecte, l'utilisation et la divulgation des données va être régie par les parties 2 et 3 de la loi. Après, le même genre d'obligations vont se mettre en place, des exceptions qui changent un petit peu pour aller voir le détail de la loi. Il faut aller chercher le consentement de la personne. Une des différences avec la loi québécoise, c'est qu'on va parler explicitement d'un consentement manifeste, ce qu'on ne trouve pas dans la loi fédérale. On va parler d'un consentement qui peut varier en fonction du degré de sensibilité de la donnée. C'est la même chose avec la sécurité. Alors qu'au Québécois, on parle vraiment d'un consentement manifeste. On considère la loi québécoise souvent comme plus protectrice de la vie privée, notamment en raison de ça. Notamment que le consentement qu'on doit aller chercher est un petit peu plus fort, mais du critère de nécessité aussi. Okay?
Donc, à partir de ce moment-là, il faut aller chercher le consentement. Et comme avec la PIPEDA, on est responsable des données et on doit en assurer la sécurité, la confidentialité. Il y a un lien avec la confidentialité aussi. Faire en sorte qu'on ne soit pas piraté, qu'il n'y ait pas de hacking, qu'il n'y ait pas de divulgation accidentelle. Hein. Si vous regardez, puis là, je fais une petite parenthèse, les risques de sécurité, la plupart du temps, c'est pas vraiment du piratage ou du hacking, c'est ce qu'on pense parce que c'est ce que les journaux nous transmettent parce que c'est les cas les plus spectaculaires. Mais souvent, c'est des divulgations accidentelles, c'est des gens qui font pas exprès, qui vont oublier des clés USB, ce genre de choses-là, ou pas bien sécuriser des choses, puis des personnes qui n'ont pas accès. Donc, c'est pas non plus de la sécurité informatique là, à grande échelle, en juste d'assurer qu'on ne divulgue pas des renseignements sans autorisation, sans le consentement de la personne. Okay? Donc, ça, c'était juste pour passer très rapidement à travers la mécanique de la loi. Donc là, pour le reste, je vais revenir un petit peu sur la PIPEDA. Je vais rester sur la PIPEDA. Je vous ai montré quelques petites différences avec la loi québécoise, puis on va peut-être y revenir au travers. Donc ça va être mon chemin, puis je vais rester là-dessus pendant certaines parties de mon exposé. Pardon, mais je vais commencer à tracer un autre chemin. OK? Puis on va voir comment ces deux chemins-là vont nous amener à l'anonymat, puis à une certaine forme d'anonymat limité, là, mais c'est comme ça que la loi veut arriver à cet anonymat-là, même dans le contexte soit de la navigation sur Internet ou des villes intelligentes. Donc, on a le premier chemin. Et ce que ça implique? Ça implique, grosso modo, que toutes les autres données ou tous les autres renseignements qui ne sont pas qualifiés de personnels vont tomber en dehors de la sphère de protection de la loi, et donc il va y avoir une certaine forme de traitement libre. Donc, on ne sera pas obligé d'aller chercher le consentement, on ne sera pas obligé de sécuriser les données, on ne sera pas soumis finalement à l'application de la loi. OK? Ces autres données, qui ne sont pas comme des données considérées comme des données personnelles, ou des renseignements personnels, je vais utiliser deux termes un petit peu interchangeables, parce que la loi va juste protéger les renseignements personnels, on peut avoir des renseignements, puis rappelez-vous des deux composantes, qui ne portent pas sur des personnes. Okay? Dans le contexte de la ville intelligente, par exemple, niveau de précipitation, les opérations de déneigement où la neige est tombée, la qualité de l'air, les stationnements, quoique les stationnements, il peut y avoir quand même des choses, parce que bon, il y a de la géolocalisation qui tombe à travers tout ça. Une donnée qui ne porte pas sur les personnes, qualité de l'air, le trafic, tous les systèmes d'égouts, ce genre de choses-là, ce pas des renseignements personnels, c'est pas quelque chose qui va tomber sur la sphère de protection de la loi. Fait qu'on peut aller chercher ces données-là. De toute façon, ça serait difficile d'aller demander le consentement je sais pas, Dame Nature pour lui demander si c'est correct d'aller collecter les échantillons d'eau, ce genre de choses-là. Là, on va jouer sur une autre composante. Ça va être des données qui vont porter sur des personnes, mais qui ne vont pas permettre leur identification, ou qu'il n'y aura pas de forte chance, ou qui ne vont pas facilement permettre l'identification, ou la réidentification des personnes. Ça, on ne va pas considérer comme des renseignements personnels. Les lois dans le secteur privé, dans le secteur de la santé aussi, vont parler de données statistiques, de données anonymes, de données dépersonnalisées, minimisées, où on a supprimé ou généralisé des identifiants directs ou indirects, de sorte qu'il faut se rappeler de Gordon aussi que ça ne soit pas facile ou qu'il n'y a pas de forte probabilité de réidentifier les personnes. Mais toutes ces données-là, donc, qui portent sur des personnes, mais qui ne permettent pas l'identification facile, vont tomber en dehors de la sphère de protection de la loi. OK? Et donc, même pour ces données-là, puis là, on commence à rentrer dans des données peut-être un peu plus sensibles, parce que là, on pourrait aller chercher un consentement, ce genre de choses-là, contrairement à des données sur les niveaux de précipitation, où est-ce qu'il y a eu de la neige, où est-ce qu'il y a eu du stationnement. Là, ces données-là sont soumises à un traitement libre. Okay? Puis comme je vais essayer de vous le montrer, là, on commence à rentrer dans une certaine forme de problème. Okay? Une des choses qu'on doit mentionner, c'est que je vous ai parlé de l'anonymat qui a été un peu consacré par la Cour suprême dans Spencer, mais la loi québécoise, comme la loi fédérale, ne parle pas d'anonymat. Okay? Ce mot-là n'apparaît pas. Ne vont pas parler beaucoup de dépersonnalisation non plus, de données statistiques, ce genre de choses-là. La seule place où on va trouver le mot dépersonnalisé, c'est au principe 4.5.3 de l'annexe 1 de la PIPEDA. Okay? Dans l'annexe 1, il y a les 10 principes qu'il faut respecter en vertu du paragraphe 5.1. Et le principe numéro 5, qui sont tous 4 points quelque chose, le principe numéro 5 qui porte sur la limitation de l'utilisation de la communication des données, va venir nous dire qu'on devrait détruire, effacer ou dépersonnaliser les renseignements personnels dont on n'a plus besoin aux fins précisées. Donc les fins pour lesquelles on est allé les chercher puis à laquelle la personne a consenti. Les organisations doivent élaborer des lignes directrices et appliquer des procédures régissant la destruction des renseignements personnels. Alors, qu'est-ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on se dit que quand les renseignements personnels qui sont sous ton contrôle ont atteint les objectifs pour lesquels tu es allé, atteint les objectifs pour lesquels tu es allé les chercher, tu ne devrais plus avoir ces données-là.
Okay, tu devrais t'en débarrasser. Faire en sorte que ça ne devienne plus des renseignements personnels, puis que là, tu ne sois plus soumis aux obligations de la loi, que ça tombe en dehors de la sphère de protection de la loi. Et qu'on mette la dépersonnalisation, donc le fait de les rendre plus personnels, hein, je pense que vous avez eu la dernière soulignée ici, qui vous en a sûrement parlé, supprimer ou généraliser des identifiants directs, on les met sur le même pied d'égalité que la destruction, l'effacement et la dépersonnalisation. On met ces trois choses-là sur le même pied d'égalité, ou en tout cas dans la même catégorie de famille. Donc, de supprimer une donnée ou de l'effacer de faire en sorte qu'à la limite soit plus existante, et de la dépersonnaliser, on les met un petit peu comme les mêmes choses. Puis à partir de ce moment-là, on considère que c'est plus vraiment des renseignements personnels, ou en tout cas qu'on s'est acquitté du devoir de s'en débarrasser, et donc que ce seront des données qui ne seront plus traitées par la loi. Okay? Donc c'est une manière assez... C'est la seule place où on va parler de dépersonnalisation, puis je trouve que c'est assez éloquent qu'on la retrouve là, sur le même pied d'égalité que d'effacer, détruire une donnée, alors que la dépersonnalisation, c'est pas vraiment ça. Okay? C'est pas tout à fait ça. Oui? C'est une question. Oui. Vous aviez dit qu'on pouvait... Oui, absolument. Je pensais que ça allait peut-être avec la caméra, c'est pour ça. Hein? Entre la différence entre détruire et effacer, parce que là, on dit détruire, effacer ou dépersonnaliser le ou. Ouais. Donne la place, là. Oui, c'est ça. Ben, détruire, c'est... il y a comme un décrescendo en quelque part. Il faudrait que je revienne sur exactement la différence entre la destruction et la dépersonnalisation et l'effacement. La destruction, c'est vraiment quelque chose où on ne fait pas juste l'effacer, mais on va aussi, si je comprends bien, puis on pourra me corriger, vraiment effacer toutes les traces, même dans les serveurs, dans les, ce qui peut rester dans le hard drive finalement de l'ordinateur. Okay, donc ça, la destruction, c'est le plus abouti finalement. Mais il faudrait que je revienne là-dessus. C'est une super bonne question, il faudrait creuser. Mais qu'on mette la dépersonnalisation, puis c'est là le point où je veux en venir, comme une manière de faire en sorte que ce n'est plus des renseignements personnels, puis qu'on a pu aller soumettre aux conditions d'application de la PIPEDA. Moi, c'est comme ça que je le vois ou je lis, puis je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez éloquent que ça se présente comme ça. Okay? Donc, la dépersonnalisation, quand on a un renseignement qui est transformé ou joué, qui n'est pas tout à fait supprimé, on est allé jouer dans le jeu de données, on est allé jouer dans les identifiants pour faire en sorte que ça soit plus facile ou qu'il y ait de fortes possibilités d'identifier la personne, on va considérer que ça va tomber un petit peu, que c'est comme une forme de destruction ou de suppression d'informations, vu qu'on est plus soumis aux exigences de la PIPEDA. Et donc, notre anonymat, dans plusieurs contextes, dans le contexte d'Internet, mais aussi de la ville intelligente, est un peu abouti, puis comme je vous dis, c'est pas écrit comme ça dans la loi, c'est un petit peu ma réflexion qui m'amène à voir que c'est comme ça qu'on va y arriver. On y arrive par ces deux chemins-là. Okay? Donc, le premier chemin, on a une personne identifiable, on est allé chercher le consentement, on a sécurisé les données, et donc l'identité de la personne, elle est protégée. Donc, si les entreprises vont chercher des données personnelles, seulement elles vont les avoir, les autres ne vont pas avoir accès. Donc, on a vraiment plus une dimension qui est sécuritaire, qui vient par rapport à la confidentialité aussi, qui entretient un lien quand même assez important avec la confidentialité. Et c'est de ça dont on parle surtout dans Spencer. C'est cette voie-là dont on va parler dans Spencer, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sous le contrôle des FSI ou des fournisseurs de services Internet. Ils ne doivent pas les divulguer ou ils doivent sécuriser ces données-là puis pas les divulguer n'importe comment. Okay? Puis on a vu que, comme n'importe quoi, ce droit à l'anonymat n'est pas absolu. Il y a des exceptions au paragraphe C3. L'autre chemin par lequel on arrive, donc le premier, c'est la sécurité ou les interdictions de divulgation non consentie. C'est à travers l'idée selon laquelle on a d'autres données qui, de toute façon, à la base, portent sur des personnes, mais ne sont pas des données personnelles, parce qu'on les a anonymisées, parce qu'on les a dépersonnalisées, parce qu'on a enlevé tous ces identifiants-là. Et donc, c'est des données qui deviennent anonymes, qui ne sont plus des données personnelles. On peut les traiter comme on veut, puis de toute façon, l'identité de la personne est protégée. Okay? Elle reste anonyme, cette personne-là. Et donc, c'est à peu près nos deux chemins par lesquels la loi va dire qu'on arrive à cette forme d'anonymat-là dont on parle en Spencer. Okay? Le problème à travers tout ça, puis là, on nous dit comme si c'était vraiment deux chemins séparés, puis tantôt, je vais utiliser deux scénarios pour voir qu'il peut y avoir certains croisements, puis les problèmes que ça arrive. Deux chemins qui sont assez distincts. Okay? Alors que dans la réalité des choses, c'est pas vraiment le cas. Une des premières lacunes que j'avais identifiées au début, c'était cette idée comme quoi il y a un fantasme de l'anonymat, qu'il y a un fantasme de la dépersonnalisation comme quelque chose de vraiment certain. On commence à un peu le prendre en charge avec Gordon, on le prend un petit peu plus en charge dans la loi sur les renseignements personnels, sur la santé, mais qu'on considère que c'est possible de vraiment faire une séparation entre la donnée personnelle et la donnée qui a été dépersonnalisée, la donnée qui est anonymisée ou la donnée qui n'a jamais été
qui ne permet pas à la base d'identifier la personne, même si elle porte sur une personne. Qu'il y a une frontière étanche entre les deux, qu'une fois qu'on a basculé à l'extérieur de ça, la loi ne devrait plus s'appliquer, qu'il n'y a pas vraiment de problème entre tout ça, qu'il y a une frontière qui est imperméable, puis que c'est un petit peu statique, que la donnée, elle est soit ça, puis que c'est un petit peu binaire comme choix, puis qu'une fois qu'on est dans un camp ou l'autre, il y a certains mouvements qui vont être possibles, mais on est quand même capable de fixer la qualification, fixer la définition de manière relativement stable entre ces deux catégories-là qui n'ont pas beaucoup de liens. Alors qu'en réalité, la frontière entre ces deux données-là et la qualification de la donnée à travers son cycle devient quelque chose de beaucoup plus dynamique. Puis c'est une frontière qui est beaucoup plus poreuse, qui est beaucoup plus perméable finalement à des mouvements, puis qu'il peut y avoir beaucoup de va-et-vient entre ces deux qualifications-là, puis que la même donnée peut aller passer d'une catégorie à l'autre de manière relativement facile. Quand vous parlez moi je les appelle les technologues, mais les gens qui font vraiment d'un point de vue scientifique des technologies de l'information, des statisticiens, des informaticiens, des programmeurs, ce genre de choses-là, ils vont vous dire que c'est un petit peu une idée que la loi a, mais quand on a les deux pieds sur terre puis les mains dans les ordinateurs, c'est pas vraiment aussi facile de séparer les deux choses. Okay? Puis ça, c'est une lacune vraiment qu'on a pour la protection du droit à l'anonymat au Canada, puis dans tous les contextes, mais dans le contexte de la vie, de la ville intelligente surtout. Donc, une frontière beaucoup plus poreuse, où il peut y avoir des déplacements, où il peut y avoir effectivement des processus de dépersonnalisation, des processus de chiffrement, clé publique, privée, ce genre de choses-là, qui vont permettre à une donnée qui est qualifiée de dépersonnelle de passer à une autre donnée, donc qui soit dépersonnalisée, pour laquelle on se rappelle toujours de Gordon, facile de réidentifier la personne. Mais qu'en retour aussi, même les données dépersonnalisées, c'est toujours possible de les croiser, de les apparier, de les traiter pour réidentifier les personnes. Même avec des données qui ne sont pas dépersonnalisées, mais juste des données de géolocalisation. Il y a plein de travaux sur ça. Yves de Montjoy, par exemple, travaille beaucoup là-dessus. Même des données qui, à la base, portent sur des personnes, mais qu'on n'a pas dépersonnalisées, mais qu'on considère que l'identité n'est pas révélée, c'est possible avec des banques de données publiques, ce genre de choses-là. Vous avez souvent entendu parler du Netflix Price, de réidentifier les personnes. Okay? Et donc, la frontière est beaucoup plus poreuse, est beaucoup plus transparente, et il y a un mouvement dynamique qui n'est pas statique, qui n'est pas clair, où on peut avoir des déplacements entre les deux données. Ouais. Oui, je me demandais si, quand elles sont définies, est-ce qu'il y a une forte possibilité que les données permettent d'identifier la personne? Est-ce qu'on tenu compte d'un modèle, c'est-à-dire il y a un déséquilibre économique, là, les gens, les simples particuliers ne sont pas capables d'identifier une personne. Ouais. Une entreprise qui se spécialise en marketing, ouais. elle va avoir tous les experts, tous les logiciels nécessaires. Est-ce que dans la jurisprudence, ouais. ils ont identifié la personne pour qui ce serait facile ou ouais. difficile? Puis ça, c'est vrai que c'est important, puis c'est une balise relativement importante, puis qu'on retrouve plus dans les lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Mais ces trois générations-là, je trouve qu'on peut quand même les fondre ensemble puis faire une interprétation. Il y a au niveau de la PIPEDA toujours, puis c'est quelque chose qu'on voit avec le paragraphe 5.3, qui est raisonnable, c'est une fin raisonnable et qu'une personne raisonnable acceptée dans les circonstances. Il y a toujours cette idée de « dans les circonstances ». Donc, ça serait facile pour qui? Ça serait facile pour la personne à qui on va la divulguer ou qui va aller la collecter. Ce n'est pas un critère plus général. Dans les lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé, quand on passe à travers chacune des provinces en a, au Québec c'est un peu différent, mais on en a une quand même. Ils ont toute une définition de la dépersonnalisation, ils ont toute une définition, puis ils ont toujours ces critères différents-là. La plupart, je ne pourrais pas donner un chiffre directement, ni exactement lesquels le font, mais plusieurs vont dire dans les circonstances ou pour les personnes à qui on va le donner. Le problème, quand même, c'est que si on pousse un petit peu plus loin, puis qu'on pousse le scénario un petit peu plus loin, même si ce n'est pas facile pour la personne, c'est une donnée qui est dépersonnalisée, elle va quand même pouvoir, il y aura moins d'obligations de sécurisation, de divulgation non consentie, donc elle va pouvoir plus travailler avec elle, le donner à des mandataires, le donner à des gens, le faire des divulgations, puis là on perd la traçabilité un petit peu. Puis là, peut-être on ouvre un peu la porte. Donc oui, il y a certaines balises, c'est-à-dire qu'il y a une analyse circonstancielle, de dire que c'est pas
si c'est moi qui ne va pas être clairement capable de, ça va être difficile pour moi, donc je pourrais les prendre, mais quelqu'un. Donc, il va y avoir une analyse circonstancielle. Ce n'est pas un critère uniforme de dire est-ce que c'est facile en termes absolus. Mais c'est quand même une des problématiques qu'on a en vie privée, puis au niveau de la qualification de la donnée, de le qualifier au niveau qualitatif. C'est-à-dire de dire est-ce que c'est fort probable, ou c'est facile, ou c'est pas facile, ou c'est un peu un langage, en parlant avec les personnes qui font ça, qui est un peu étrange pour eux. Ça serait beaucoup plus un risque qu'on pourrait peut-être quantifier. Finalement, même s'il y a des limites à cette approche-là, dans l'arrêt Gordon, la Cour s'en remet à l'opinion de statisticiens qu'ils avaient engagés, puis qui travaillaient avec le commissariat à la protection de la vie privée, si je me rappelle bien. Puis pour traduire ça, il avait parlé de force probabilité, puis tout ça. Donc, c'est comme ça que le juge l'a incorporé dans la jurisprudence, finalement. Mais ça, c'est une piste intéressante de recherche aussi, de dire, est-ce qu'on devrait adopter un seuil qui serait plus quantitatif? Dans la loi sur la protection des renseignements personnels, la HIPAA aux États-Unis, sur la santé, il y a un seuil plus quantitatif, finalement, au niveau de combien de personnes partagent le même trait, ou le même trait, finalement, puis que là, c'est 0,04%, puis que là, ça pourrait faciliter la réidentification, puis à partir de ce moment-là, quand c'est au-dessus de 0,04%, on n'a pas le droit c'est considéré comme une donnée personnelle. Si je me rappelle, mais il y a cette idée d'est-ce qu'on devrait avoir un seuil quantitatif ou un seuil qualitatif. Je pense qu'il y a des problèmes, évidemment, avec les deux, mais avec le seuil qualitatif, mais c'est quelque chose qui a été traduit un petit peu pour le juge dans Gordon, mais il y a toujours cette analyse circonstancielle quand même. Mais comme j'espère que c'était clair, disons, il y aura quand même des problèmes. Ça répond à la question? Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Non? C'est clair? C'est clair? C'est bon, parfait. Excellent. On continue. Donc, je reviens sur mes deux chemins. Okay, ça, c'est la slide qu'il y avait précédemment. Et puis là, je vais adopter deux scénarios ou deux exemples qui vont nous montrer certaines des difficultés. Puis on arrive un petit peu à ce que vous évoquez tout de suite. Comme quoi, c'est pas très linéaire, puis qu'on arrive, comme avec cette slide-là, à un bel anonymat à la fin qu'on peut protéger, même si on ne le considère pas comme absolu. Okay? Et ces deux scénarios-là, vont m'amener à faire le basculement vers ma deuxième critique, ma deuxième faille, donc qui n'était pas cette frontière nette, mais frontière poreuse, la deuxième faille, comme quoi une logique qui est très réactive plutôt que préventive. Okay? Et puis que la protection juridique arrive un petit peu sur le tard. Donc la première, c'est le même schéma, mais disons qu'on commence par aller chercher des données qui sont dépersonnalisées. Okay? Quelqu'un va chercher des données qui sont dépersonnalisées ou va les anonymiser. On a reçu des données statistiques ou des données qui ne portent pas sur la personne, qui ne permettent pas facilement leur identification. À partir de ce moment-là, je peux commencer à les collecter sans consentement. J'ai moins d'obligation de sécurité. Je peux les divulguer, les utiliser sans le consentement de la personne. Bref, ils ne sont pas soumis à la loi. Fait je peux en faire un petit peu ce que je veux. Okay? Donc, première étape, je vais les chercher. Pas les données qui sont... Je commence à utiliser librement. Mais disons que là, il y a une erreur humaine ou une mauvaise intention humaine, pas nécessairement la partie qui est allée chercher, mais une autre partie un petit peu comme je disais tout à l'heure, qui est allée divulguer ces renseignements-là, et que là, on les utilise, on les croise, puis rappelez-vous Gordon qui parle dans l'utilisation, et là, on identifie la personne, okay, ou les personnes dans le jeu de données. On a une identification, on commence à identifier des gens, donc là, on n'a plus des renseignements qui portent sur des personnes, mais des renseignements qui portent sur des personnes et qui permettent de les identifier. Donc, on a dans les mains un renseignement personnel. Donc, finalement, on revient ici. On a un renseignement personnel. Okay? Donc, finalement, on n'a pas juste nos deux chemins qui sont clairs. Là, c'est très simplifié, là, un petit peu la manière dont je vous le présente, mais on n'a pas deux chemins qui sont clairs. Mais dans le contexte des données intelligentes, souvent, c'est ce qu'on va aller chercher, des données qui sont pseudo-anonymes ou anonymes, ou qui se veulent anonymes, ça c'est un fantasme, dépersonnalisées, statistiques, ce genre de choses. Okay? Là, on a une donnée personnelle. Mais est-ce qu'on fait effectivement ce chemin-là maintenant? Pas vraiment, en fait. La protection juridique va effectivement s'appliquer à la donnée personnelle, mais qu'est-ce qu'on vient de faire, grosso modo? Là, on a identifié la personne, on entre les mains des données qui sont personnelles. Qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est quoi le problème avec ça? Je pose la question pour elle. Ben, le problème, c'est qu'on a fait une collecte. On les a collectés, ces renseignements personnels-là. On les a entre les mains. Okay? Donc, si je m'en remets à ça, on les a collectés, donc on est déjà là, mais on n'a pas passé par est-ce que c'est une fin qui est raisonnable, à laquelle quelqu'un peut consentir.
pas aller chercher le consentement de la personne non plus. Okay? Là, peut-être qu'on pourrait dire, à partir de ce moment-là, les obligations de sécurité de la donnée, d'établir des fins, vont s'appliquer, mais un petit peu a posteriori. Okay? Donc, on a sauté des étapes, on n'est pas allé chercher le consentement de la personne. Puis ça, à quoi on arrive, le problème, c'est qu'on vient de faire une collecte de données personnelles non consenties. Okay? Même si ça a été difficile, disons. Ou c'était pas facile, ou c'était pas fort probable que c'est ça que ça arrive, c'est ça qu'on vient de faire. On vient de faire une collecte non consentie de renseignements personnels. Donc là, évidemment, la protection juridique va s'enclencher, mais elle arrive un petit peu tard, elle est un peu réactive à cette problématique-là. Okay? Elle n'était pas là dès le début de la protection du cycle de... la protection n'était pas là dès le début du cycle de vie de la donnée. Okay? Donc, on réagit à l'atteinte, mais on ne l'a pas vraiment prévenu. Okay? Premier scénario. Deuxième scénario, je reviens sur mes chemins, c'est juste pour être clair. On commence en allant chercher des données personnelles. Okay? On sait qu'on va aller chercher des données personnelles. On dit que c'est une fin qui respecte le paragraphe 5.3. Okay? Ce qui arrive souvent, puis quand vous parlez aux gens, Google Brain ou ce genre de personnes d'avis intelligentes, ce qu'ils vont souvent vous dire, c'est que nous, l'identité de la personne, c'est du noise, c'est du bruit dans le jeu de données. On n'en a pas vraiment besoin. Ce qu'on va aller voir, c'est des tendances qui sont beaucoup plus macroscopiques, beaucoup plus systémiques, beaucoup plus populationnelles. Pas tout le temps, mais dans certains cas, c'est ça qu'on veut aller chercher. Puis on aura des questions de vie privée groupale, puis on va en parler un petit peu la semaine prochaine. Mais ce qu'on veut aller chercher, ce n'est pas nécessairement des données personnelles. Okay? On veut des données qui portent sur des personnes, mais l'identité, le deuxième volet de la donnée, on n'en a pas vraiment besoin. Okay? L'intelligence artificielle, il y a un traitement de l'information, puis plus l'information est claire, moins on a besoin moins on a comment je pourrais dire ça, plus ce qu'on n'a pas besoin est supprimé, plus le traitement va être facilité, mieux ça va être. Okay? Donc souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est les dépersonnaliser, okay? Ou enlever ces identifiants-là, sans protéger la vie privée, mais parce que c'est du noise. Okay? C'est du bruit, ça vient. Puis il y a des exemples justement avec les voitures autonomes. Des mini-choses peuvent vraiment venir fausser l'analyse. Des personnes d'intelligence artificielle vous l'expliqueraient beaucoup mieux que moi, mais c'est juste pour vous donner d'où ce scénario-là vient. Okay? Donc, on va dépersonnaliser les données. On va faire un petit peu comme notre principe 4-5-3 que je disais tout à l'heure, qui est un petit peu comme la destruction, la suppression des données. On va les dépersonnaliser. Pas parce qu'on veut les faire tomber en dehors du champ de protection, mais parce qu'on n'a pas besoin d'identité. Mais par conséquent, ils vont aussi tomber en dehors du champ de protection des données. Okay? Donc, on va les dépersonnaliser, c'est du noise, on n'a pas besoin. On va les traiter pour faire un petit peu comme si c'était de la destruction ou de la suppression. Okay? C'est quoi le problème ici? Peut-être qu'il est un peu moins manifeste et un peu moins important que l'autre. On pourrait tirer un petit peu l'argument pour dire que même là, on contrevient à des principes qu'on trouve dans la Pipeda, mais c'est qu'on est allé chercher, à moins que quelqu'un veuille essayer de le dire, hein? En tout cas, OK. C'est qu'on est allé chercher des identités personnelles alors que ce n'était pas vraiment nécessaire. Qu'on n'avait pas besoin, mais c'était ça qu'on avait comme données. Okay? Puis c'est vraiment une problématique qu'on peut parler aux technologues, aux personnes qui font ce genre de collecte de données massive-là dans le contexte des villes intelligentes. Ils n'en ont pas besoin, mais c'est juste là qu'ils peuvent aller chercher de l'information. Les appareils, nos identifiants directs, ils vont les générer de manière un peu automatique. Okay? Vous allez voir la décision R contre vue de 2013, si je ne me trompe pas, de la Cour suprême qui parle un petit peu de ça. Okay? Donc, on est allé chercher des identités personnelles alors qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Au Québec, on pourrait dire qu'on ne respecte pas le critère de nécessité. C'était pas nécessaire, mais on est allé chercher quand même. Okay? Ce serait peut-être un argument un peu large par rapport à ça, mais il y aurait quand même... au niveau fédéral, on pourrait dire qu'il y a un principe de limitation de la collecte. On doit aller chercher juste les renseignements qui vont être nécessaires, qui vont être utiles pour l'atteinte de nos fins. Tout ce qui est excédent, on ne devrait pas aller les chercher. Ils pourront préparer un argument pour dire on n'était pas qu'à aller les chercher ailleurs, fait que c'était quand même nécessaire d'aller les chercher, même si c'était pour les enlever après. Mais grosso modo, ce qu'on vient de faire, c'est collecter des informations dont on n'avait pas de besoin. Même si on les supprime, ou on les enlève du jeu de données, ce serait peut-être là la réponse à la question de tout à l'heure, justement, je pense, de la suppression, ça serait peut-être l'enlever d'un jeu de données, finalement, supprimer une information ou une donnée dans un jeu, alors que la destruction, c'est vraiment complètement l'enlever. Même si on la supprime, il peut rester des traces, il peut rester des choses, ça peut être dans un autre jeu de données,
qu'on garde le deuxième jeu de données quand même. Et là, ça engendre, on a trop d'informations pour qu'est-ce qu'on a, puis ça rajoute notre risque au niveau de la sécurité de l'information. OK? Donc, on a collecté trop d'informations, plus qu'on en avait besoin, puis ça peut entraîner des conséquences qui sont peut-être ou un fardeau plus important au niveau de la sécurisation des données. OK? Donc, l'idée à travers ça, à travers ce que je voulais vous montrer, c'est que ces deux chemins clairs qu'on nous dit pour arriver à l'anonymat, finalement, puis vous pouvez en recréer vous-même aussi par après, sont peut-être un peu plus en diagonale. Cette frontière entre les deux choses qu'on nous vend un peu avec la loi, peut-être un peu plus perméable, un petit peu plus poreuse que ce qu'on va venir nous dire. OK? Donc ça, c'est les deux failles, les deux problèmes. Puis on pourrait passer 2 semaines à parler de la bipédum, puis des failles, puis des problèmes. Mais les deux principales failles que j'ai identifiées pour aujourd'hui. OK? Maintenant, on va essayer d'être un peu positif, puis de trouver un certain nombre de solutions à tout ça. Une des solutions, puis là, si vous êtes visuel, j'ai inversé les deux, OK? Mais de renseignement personnel, de autres renseignements, puis renseignement personnel. Fait que je les ai inversés. Donc, si vous comprenez en termes visuels, faites le switch dans votre tête. J'ai mis une flèche qu'on ne voit pas très bien, mais une des solutions, moi, je pense, devrait passer à travers la définition même de ce qu'est une donnée personnelle ou un renseignement personnel. Okay? Il y a des risques avec ce que je vais suggérer. Je suis parfaitement au courant qu'il y a des contre-arguments à tout ça, puis on pourra en parler. Mais moi, je ferais tomber une des deux composantes de ma définition, c'est-à-dire une donnée personnelle, ce ne serait pas une donnée qui porte sur une personne qui permet de l'identifier, mais juste une donnée qui porte sur une personne. Okay? Ça, c'est une des partie de la solution, puis qui vient avec d'autres choses. On ne pourrait pas garder la loi comme elle l'est en ce moment, en redéfinissant comme ça, mais ça serait, là ça paraît simple, mais de biffer l'identifiable. Okay? Puis de venir récupérer ces données qui portent sur des personnes, mais qui ne permettent pas facilement de les identifier. On pourrait avoir un régime de collecte qui serait peut-être plus souple, peut-être différent par rapport à ça, faire des ententes de partage de données, ce genre de choses-là. Pas les soumettre nécessairement à la même condition, mais l'idée, c'est de ne pas complètement les mettre en dehors de champ de protection des lois. Okay? Donc, de considérer les renseignements personnels, c'est des renseignements qui portent sur des personnes. Point. Pas qui permettent de l'identifier ou facilement d'identifier. Il faut qu'on abandonne cette espèce de distinction ou cette idée que est-ce qu'il permet de l'identifier ou est-ce qu'il ne permet pas d'identifier la personne. Cette distinction-là est désuète. Okay? Ça va toujours être possible, que ce soit facile ou pas, d'identifier avec des données ou de réidentifier avec des données. Okay? Si vous travaillez un petit peu avec les technologues, c'est pas mal ce qu'ils vont vous dire. On va dire, même si c'est vraiment difficile, si on veut, on peut quand même souvent fort probablement y arriver. Okay? J'utilise des qualitatifs au lieu des quantitatifs, justement, je fais un petit peu la même faute. Et donc la première idée, ça serait de commencer à juste redéfinir ce qu'on entend par renseignement personnel. Okay? L'idée que ça puisse s'identifier ou pas, aujourd'hui, à l'heure des données massives, d'intelligence artificielle, ce genre de choses-là, c'est plus vraiment quelque chose de vraiment concret. Okay? Donc, une donnée personnelle, une donnée qui porte sur une personne, point final, on va considérer qu'il y a toujours une identification possible, puis on les ramène toutes au niveau du sein de protection de la loi. Okay? C'est un peu radical, puis il y a un contre-argument qui voudrait dire, à partir de ce moment-là, on a ce qu'on appellerait une réduction macrologique. Donc, ce qu'on veut dire qu'on le réduit tellement, mais que ça veut tout dire maintenant. Hein, on a une définition qui est tellement large que tout serait un renseignement personnel. Puis là, c'est plus très pratique. C'est plus quand est-ce qu'on deal avec ça. Il y a un problème, là, je suis d'accord avec ça. Il faudrait voir comment on peut distinguer après encore au niveau de la loi, mais de le faire rentrer quand même dans le niveau de protection de la loi. Donc, puis d'éviter ce piège de la réduction macrologique-là, où finalement tout serait une donnée personnelle. Ça serait difficile aussi dans le contexte de la PIPEDA ou même de la loi québécoise, parce que c'est des lois qui veulent permettre la collecte de données personnelles pour des fins économiques. Hein, on veut aussi permettre aux entreprises de collecter des données. Donc, comment est-ce qu'on vient pas juste imposer un fardeau trop imposant, trop important, parce qu'on considère que toute une donnée personnelle maintenant, puis il faut tout protéger tout le temps. Okay? Problème de faisabilité aussi par rapport à ça, mais ça serait un des premiers éléments de solution que j'amènerais. Okay? C'est un petit peu ce sur quoi je travaille, fait que, évidemment, c'est pas complètement abouti comme solution. La deuxième idée, puis ça se rapporte un petit peu plus à mon deuxième scénario, au deuxième chemin là, que j'ai évoqué, comme quoi on va chercher des données personnelles pour les dépersonnaliser par après, parce que sinon c'est du bruit, c'est du noise dans notre jeu de données. Puis là, on rentre sur quelque chose qu'on connaît bien, j'imagine, au Canada et en Ontario, qui est un peu plus le privacy by design, okay? La protection de la vie privée dès la conception, qui est une idée de l'ancienne commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario, Anne Coofican, si je le dis bien. C'est-à-dire qu'on devrait
avoir une protection qui ne vient pas juste au niveau du droit, mais aussi au niveau de la confection, du design des technologies de l'information. Hein? Que les renseignements, la protection de la vie privée devrait devenir une variable de conception, une variable de design, puis je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Comme quoi, on ne fait pas juste construire notre truc, puis qu'après, on peut commencer à rajouter des choses pour protéger la vie privée, que ça devrait déjà être quelque chose qui est pris en considération au niveau du design même de l'appareil. Okay? C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Donc, au lieu de faire en sorte que, disons, là, c'est ma tentative de reproduire un iPhone sur une slide, je vais vous laisser le choix de déterminer si c'est le 6, le 7, je me sens rendu où, en fait, le 8, 9. C'est que notre téléphone va avoir des données qui sont personnelles. Okay? Il va en générer automatiquement aussi. Hein? Il va générer des identifiants directs. Chacun des trucs qu'on possède génère un identifiant qui est direct, qui est unique, en fait. Et ce que ces entreprises-là vont venir faire, c'est chercher, nous on les divulgue, ils vont venir collecter les données qui sont personnelles, ils vont vouloir les dépersonnaliser, ils vont vouloir les traiter. Okay? L'idée, c'est que ça soit que la dépersonnalisation ou le cachage de l'identité, que ce soit par du chiffrement, de la cryptographie, de la dépersonnalisation, se fasse au sein même de l'appareil. Comme ça, on évite un peu le deuxième scénario, puis je simplifie un petit peu, d'aller chercher des données qui sont dépersonnalisées, puis d'ensuite les dépersonnaliser, mais d'avoir quand même cette trace-là qui reste. Okay? Que cette trace-là soit déjà effacée ou transformée, ou qu'elle soit retenue par la personne qui possède cet appareil-là. Okay? C'est un petit peu la logique derrière le Privacy by Design. C'est une logique qui est un petit peu plus proactive, pas juste au niveau de la loi, mais au niveau de la conception technologique des appareils. Puis l'idée, c'est que ça soit que le droit commence à obliger ou à réglementer pour que ça soit fait par les constructeurs à la base même. Okay? Que ça soit une obligation de designer en fonction de protéger la vie privée. Okay? Maintenant, il y a deux choses qui doivent être dites par rapport à ça. La première, là, on dirait que je dis, ben là, il faudrait dépersonnaliser au sein même, puis en même temps, je dis la dépersonnalisation, finalement, il y a des limites, il y a des failles. Okay? La dépersonnalisation, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est sûr à 100%. Okay? Mais ça amène quand même une couche de protection. L'idée, une fois qu'on est là, ça serait que on va chercher des données qui sont dépersonnalisées dans l'appareil, mais on n'en fait pas ce qu'on veut par la suite. C'est pas parce qu'elles sont dépersonnalisées que ça tombe en dehors du champ de protection de la loi. En vertu du premier critère que je vous ai donné, ces données-là, même qui seraient dépersonnalisées par l'appareil, puis qui seraient collectées par les entreprises, dans le contexte de la ville intelligente par exemple, mais dans d'autres contextes aussi, demeureraient quand même comme des données personnelles, puis seront quand même protégées par la loi, puis les utilisations subséquentes devraient être quand même régies par la loi, puis la collecte, même ces données qui sont dépersonnalisées, devraient être soumises à une forme de consentement, une forme de sécurisation, d'information des fins, ce genre de choses-là. Okay? Donc, oui, c'est pas full proof, comme on dirait, mais quand on commence à coupler à d'autres protections, ça peut commencer à devenir intéressant. Okay? Donc, c'est un petit peu ça l'idée du privacy by design. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, le fait que ce n'est pas 100% sûr, mais qu'en même temps, ça demeurerait une donnée qui est protégée. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est que ces technologies-là existent déjà, right? Moi, je peux aller installer ça sur mon appareil, sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Je peux déjà mettre, moi, ces protections supplémentaires-là sur mon téléphone, puis je peux le faire moi-même sans que le droit vienne me forcer ou vienne forcer les constructeurs ou les designers, finalement. Puis là, l'idée, c'est de dire, déjà, est-ce que tout le monde sait comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde est sensibilisé? Est-ce que tout le monde est capable d'aller installer ça? Est-ce que c'est vrai que finalement, c'est à la portée de tout le monde? Okay? Souvent, dans nos cercles, on a tendance à oublier que c'est pas si facile. Je veux dire, ça ne va pas nécessairement de soi. Okay? Et il y a un raisonnement qu'on retrouve même au niveau de l'interprétation de l'article de la Charte, qu'on va retrouver dans Farron, une décision 2014 de la Cour suprême du Canada qui porte sur les fouilles accessoires et une arrestation des objets connectés. Hein? Puis on parlait entre autres de est-ce que quelqu'un installe un VPN ou va installer un password sur son téléphone. Et ce que la Cour va dire, c'est qu'il ne faudrait pas que les choix de la personne viennent faire varier son degré de protection de la vie privée. Là, l'idée, c'était, est-ce que quelqu'un qui a installé un password a une attente raisonnable en matière de vie privée qui est plus basse que celle qui en a installé un password?
Okay? Puis il y avait toute cette idée-là dans la jurisprudence avant Farron, c'était vraiment ça l'idée. Est-ce que le password, c'est un signe que la personne s'attend à voir que ça soit protégé, puis quand tu ne mets pas de password, tu t'y attends pas, donc tu ne pourrais pas revendiquer d'attente raisonnable en matière de vie privée. Puis la Cour, ce qu'elle a dit, c'est que les choix de la personne, puis on tombe un peu les théories des choix, puis les théories de l'architecture des choix, les choix de la personne ne devraient pas faire varier son attente en matière de vie privée ou la protection auquel elle a droit. Surtout s'il ne comprend pas nécessairement à quoi il sert le password, comment configurer tout ça, de faire en sorte que le password ou l'écran de veille s'active après 10 minutes ou 20 minutes ou 3 secondes, ou ce genre de choses-là. Et je pense qu'il y a une analogie à faire avec ce raisonnement-là qu'on pourrait transposer dans ce contexte-là, puis dire que c'est pas parce que quelqu'un connaît mieux les technologies, qui était sensibilisé à ça, qui est allé les installer, que lui devrait avoir une protection qui serait moins grande que la personne qui connaît ça, qui est allée installer tout ça, sans considérer le fait que certaines applications-là sont payantes. Okay? Donc, il y aurait peut-être un coût à débourser par rapport à ça. Donc, je pense que cet argument-là n'est pas 100% protégé, dans le sens qu'il est vulnérable, puis qu'il y a une jurisprudence, ou il y a des éléments dans la jurisprudence canadienne qui nous permettraient de faire des analogies pour montrer pourquoi cet argument-là serait vulnérable. L'argument selon lequel, parce que moi je pourrais installer ça, ou n'importe qui pourrait installer des VPN, on ne devrait pas obliger que ça soit installé dès des dispositifs de cryptographie. On ne devrait pas forcer les constructeurs à installer ça dès le début. Okay? En même temps, c'est une idée que je dis, moi je pense qu'on devrait aller de l'avant avec ce genre d'idée-là, même si encore une fois, c'est une idée qui n'est pas très récente, en environ 15 ans, l'idée du privacy by design, mais elle a pris du temps à faire son chemin. Et on la retrouve maintenant, là je ne vais pas vous le lire au complet parce que ce n'est pas un exemple de clarté, mais dans le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles, règlement 2016, mais qui va rentrer en vigueur en 2018, en l'article 25 va parler de protection des données dès la conception. C'est un petit peu la traduction du privacy by design. J'ai souligné, puis là je vois le temps qui avance, j'ai souligné un certain nombre de passages, mais vraiment au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, on voit qu'on commence à prendre en considération beaucoup plus en fonction d'un risque, d'un risque d'identification, de risque de réidentification, degré de probabilité, donc qui pourrait peut-être amener quelque chose d'un peu plus quantitatif, mais ce n'est pas encore clair comment est-ce qu'on va interpréter ça. On parle justement de pseudo-anonymisation, qui abandonne un petit peu l'idée que l'anonymisation, c'est quelque chose de 100%, qu'on va toujours parler d'une pseudo-anonymisation, qu'on a des pseudonymes, ce genre de choses-là. Et qui donc qui prend un petit peu plus en charge ce genre de considération-là. Okay? Donc déjà, on a ce privacy by design, puis c'est un petit peu contradictoire, qui est une idée canadienne, qui est une idée ontarienne, que nous, on n'a pas encore, en tout cas au Canada, on n'est pas encore travaillé ça, on n'est pas encore allé chercher ça au niveau de la législation, évidemment. Alors qu'en Europe, on a commencé à le travailler, puis ça va rentrer en vigueur, puis on va voir comment est-ce qu'on va mettre ça en place, comment ça va s'imposer. Il y a beaucoup de littérature sur comment est-ce que les entreprises devraient agir maintenant pour se conformer à l'article 25. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'en vient, okay, je pense. Surtout qu'on va devoir retravailler la PIPEDA parce qu'on va avoir une décision d'adéquation qui va tomber relativement bientôt. On va voir si, justement, si on va tenir la route sans avoir tout ça, puis droit des référencements, puis la portabilité, puis tout c'est beau machin. On retrouve aussi, puis là, c'est dans un énoncé, là, hein, c'est peut-être juste du lip service, comme on va dire, ou peut-être qu'il n'y aura pas d'intention qui vont backer ça, mais vous avez fort probablement entendu. Il y a de fortes possibilités que vous ayez entendu parler du projet d'Alphabet ou de Sidewalk à Toronto. Je ne me rappelle jamais exactement comment ça s'appelle. Le gros projet là, à Toronto de ville intelligente, Sidewalk à Alphabet. Quand vous allez voir le document sur le site web qui parle de la vie privée, qui est un petit peu enfoui puis qui bizarrement ne fait que 2 pages, donc déjà quelle confiance on peut porter à ça. Il y a plein d'enjeux, on va parler beaucoup sur transparence de ces contrats-là, qu'est-ce qu'on va faire, il y a des dangers au niveau de tout. Comment est-ce qu'on va aller chercher ces données-là, comment il va y avoir une transparence au niveau de la collecte des fins de comment cette information est traitée. Mais on retrouve quand même, je pense qu'on peut peut-être modérément, ça sera peut-être populaire ce que je veux dire, mais donner quand même le bénéfice du doute que ça a été au moins dit, qu'on le reconnaisse, même si peut-être qu'on n'aura pas nécessairement les intentions de le suivre, mais je pense qu'on peut donner le bénéfice du doute des idées du privacy by design dans la conception de cette ville intelligente-là. Okay? Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, en tout cas à regarder. C'est sûr que ce n'est pas un document super fourni, super détaillé, qui est mis en valeur sur le site web. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder par rapport à ça. Un des autres arguments qu'on pourrait trouver contre cette approche-là, c'est de dire, encore une fois, puis souvent, quand on fait des présentations comme ça, on parle avec des gens qui designent ces systèmes-là. Ils me disent, ben,
c'est quoi cette idée du droit qui va débarquer de sa pyramide puis qui va venir nous dire comment faire, comment designer les choses, rajouter une variable de design, ça porte atteinte un peu à notre liberté de création. Nous, on a déjà assez de variables à prendre en considération quand on design des choses, que pourquoi est-ce qu'on vient nous dire comment designer des choses. Okay? Je pense qu'il y a un précédent, c'est un peu là que je suis rendu dans ma recherche. Okay? Fait que je reviendrai puis j'en parlerai. Je pense qu'il y a un certain nombre de précédents. Moi, j'ai fait de l'architecture dans back in the days. Les architectes ne designent pas n'importe quoi. Hein, il y a des variables de sécurité, de protection des gens qui sont prises en considération quand ils commencent à designer des choses. C'est sûr que c'est peut-être pas le même impact, une maison qui s'écroule, puis moi, puis une donnée que je ne suis pas content qu'on est venu collecter, mais il y a beaucoup de littérature au niveau scientifique de l'architecture qui dit que de plus en plus, les architectes sont amenés à designer pas juste des bâtiments physiques, mais des infrastructures un peu plus digitales ou numériques, ce genre de choses. Okay? Donc, il y aura peut-être déjà des précédents à la fouille de comment est-ce qu'on a réagi quand on a voulu commencer à créer ces codes du bâtiment-là, à venir contraindre le design de certaines choses pour des fins de protection de droits fondamentaux, de droits des personnes, de sécurité des personnes. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à voir par rapport à ça. Puis l'autre idée sur laquelle je veux souvent insister, c'est que les normes ou les contraintes ne sont pas des silencieux de créativité, mais sont souvent des vecteurs de créativité. C'est des problèmes qui vont s'ajouter, qui vont venir stimuler l'imagination, stimuler la créativité. Il faut trouver des portes de sortie par rapport à tout ça. Là, je peux faire juste un petit parallèle de carrière personnelle, mais parallèle à ma carrière universitaire. Je suis un peu dans le milieu artistique. J'ai beaucoup de peinture, puis on se donne toutes des contraintes pour travailler. Okay? C'est un vecteur de créativité avoir des contraintes. Écrire un roman, par exemple, qui n'a pas de E. Hein? Vous avez sûrement entendu parler de cet exemple-là. C'est des vecteurs de créativité. Quand on se dit, moi, je veux faire une peinture, mais jamais toucher la toile, puis je me dis, ben, il faut que j'aie une séparation. C'est déjà une contrainte, c'est compliqué, puis je commence à dripper de la peinture, puis ça crée des Jackson Pollock ou ce genre de choses-là. On commence à faire avancer les choses, puis c'est des vecteurs de créativité. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on crée, les designers ont déjà plein de contraintes, puis ces contraintes-là sont des vecteurs de créativité, sont des vecteurs d'innovation puis d'avancement. Donc, l'argument selon lequel le privacy by design viendrait limiter la créativité ou serait un problème au niveau de la liberté puis de la création de ces appareils-là, moi, je ne pense pas que ce serait nécessaire. Je pense que ça pourrait être des vecteurs de créativité, des idées qui vont... je pensais que c'était genre un papier 2 minutes. Quand je parle, c'est un petit peu ça que je vais voir devant. Donc, c'est ça. Donc, c'est un petit peu la conclusion sur laquelle je vais amener que le privacy by design, il faut le voir aussi comme quelque chose qui pourrait peut-être être un vecteur d'innovation et de créativité, pas juste quelque chose qui viendrait contraindre ceux qui font de l'innovation puis du développement à être plus silencieux ou moins innovants. Je pense qu'au contraire, ça peut être quelque chose qui fait avancer tout le monde de l'avant. Donc, ça va être ça pour ma présentation aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal fini. Ça, c'était la conclusion. Donc, c'était mes deux lacunes, mes deux possibilités de solutions. Évidemment, je pense que ça s'applique dans un contexte pas juste de la ville intelligente, mais un petit peu plus large. Mais je trouve que c'est un bon laboratoire, disons, pour réfléchir à cette chose-là. Donc, je vous remercie infiniment. Puis, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'on veut qu'on en discute? Peut-être m'asseoir, puis on parle tout le monde. Moi, j'aurais un commentaire. Quand vous avez parlé, effectivement, parce que c'est pas un domaine que je connais beaucoup, mais que je trouve intéressant, d'être peut-être dans la loi un peu plus proactive. Et ça m'a fait penser, je suis venu ici d'ailleurs à une conférence que ça s'intitulait « Google fait la loi ». Alors, quand tu parlais de créativité, bien, si les gouvernements, les législateurs, devrais dire plus que le gouvernement, les législateurs ne sont pas proactifs, c'est pas les compagnies privées qui vont le faire, parce que cette conférence-là, puis que je trouve qu'il y a un lien avec la vôtre, je trouve intéressant de dire à ce moment-là, bien, Google fait la loi, puis j'ai compris à ce moment-là qu'est-ce qu'on voulait dire. Ouais. C'est Google va faire quelque chose, puis après ça, bien, attaquez-nous, nous autres, après ça, on se défendra. Ouais. Alors, je trouve ça, le lien intéressant. Merci. Ouais. Puis, ben, ça fait plaisir. Mais c'est sûr qu'il y a des difficultés à ça. Puis dans ce contexte-là, le Google fait la loi, si je le comprends bien aussi, c'est qu'ils ont un pouvoir, puis c'est la même chose un petit peu avec Netflix, ce genre de choses-là pour la protection du contenu canadien ou des trucs comme ça. Ce qui arrive avec tellement de poids, c'est un droit qui est un petit peu négocié, puis qui c'est difficile de leur imposer des choses. Donc c'est sûr que
ces choses-là. Puis c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre qu'est-ce qui va se passer avec le règlement européen, de comment eux vont réussir à faire, parce qu'eux aussi ont des Google et des Netflix là-bas. Comment est-ce qu'ils vont mettre ça en œuvre? Mais au moins, ils ont eu cette espèce de guts ou de courage, d'avant-garde de commencer à le mettre en place. L'autre idée par rapport à ça, qui peut peut-être être intéressante, c'est qu'ils ont mis ça sur leur site web. Il y a quelque chose de pas anodin, même si, disons, si on assume qu'ils ne voudraient pas, c'est ça qu'on fait l'avocat du diable, puis on se dit, ben, ils ne vont pas vouloir le suivre, de toute façon, c'est pas quelque chose d'important. Mais pourquoi ils le mettent dans ce cas-là? Il y a quand même quelque chose derrière ça, que ce ne soit pas silencieux, mais qu'on le mette, qui nous dit quelque chose. Puis qu'est-ce que ça nous dit? Puis c'est une idée qui est mise de l'avant par Anne Kouvikian et Privacy by Design en général, c'est que protéger la vie privée, c'est bon pour le business aussi. C'est qu'il y a une manière d'entretenir la confiance des personnes. Je pense que la prochaine conférence parle justement de la confiance, puis dans les espaces publics, il y aurait un lien à faire déjà ici. Ça entretient la confiance des personnes. Les gens, si on sait qu'il y a plein d'atteintes à la vie privée, vont peut-être être moins aller vers ces choix de consommation-là. Donc, et c'est une idée que Privacy by Design met beaucoup de l'avant, c'est que protéger la vie privée, c'est bon pour la business aussi, c'est pas juste une contrainte. Exactement. L'idée du iPhone là, qui était avec le FBI, puis qui ne voulait pas créer cette clé-là ou divulguer les passwords, je ne sais pas si c'est une affaire d'il y a environ 1 an, 2 ans, c'était l'idée aussi qu'il faut brander la protection de la vie privée, puis qu'il y a un positionnement stratégique au niveau économique à faire par rapport à tout ça. Donc, même si on ne peut pas leur imposer, on dirait que en voyant ça, je pointe lui, même si vous ne le voyez pas, mais c'est ça que c'est le même écran, là, finalement. En voyant ça, on dirait qu'il y a cette reconnaissance-là quand même, parce qu'il n'y a personne qui les a forcés à mettre ça là. Donc, même si on avait l'argument du diable de dire, ben ils ne suivront pas, c'est juste des gros méchants qui veulent manger plein de données, sans faire attention aux personnes, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant que ça soit là, puis que ça soit dit. On dirait qu'il y a un argument peut-être presque publicitaire, puis qu'il y a une forme de reconnaissance que c'est important, finalement, de protéger la vie privée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du canari jaune, de l'exemple du canari jaune dans les rapports de certaines entreprises. Et il n'y en a plus beaucoup, des canaris jaunes, finalement, mais c'était l'idée, un petit peu comme dans les mines, là, finalement, que dans le rapport annuel de plusieurs grandes entreprises qui mangent des données ou des données massives, on met un canari jaune quand, finalement, il n'y a pas eu d'atteinte à la vie privée ou qu'en fait, on n'a pas divulgué de renseignements aux services policiers. Qu'on n'a pas eu à divulguer des renseignements personnels, et puis qu'on mettait ce canari jaune. On va pouvoir dire combien on en a donné, combien il y a eu d'ordonnances de communication, combien d'ordonnances de communication on a répondu, c'était les renseignements qui, évidemment, mais on peut mettre, puis mettre un canari jaune pour dire, ben nous, on n'en a pas eu, finalement. Mais ça, encore, c'est un argument de branding de dire, nous, on protège la vie privée, puis on a réussi à protéger votre vie privée. Maintenant, dans les rapports, on en voit beaucoup moins de canari jaune, parce que finalement, ils divulguent plus de renseignements personnels. Mais on voit derrière tout ça que même les compagnies, même si on n'a pas à les contraindre nécessairement, il y a un peu cette impulsion du bas de commencer à mieux protéger la vie privée. Puis le Privacy by Design, on le voit aussi chez HP, chez Microsoft, chez plein d'autres choses. Là, j'ai juste sorti celui-là. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant derrière ça. Donc, oui, ils font la loi, mais il y a quand même un début, puis ils sont sensibles à ces questions-là. Je pense qu'il pourrait y avoir un consensus, je ne sais pas, mais de venir se rejoindre. On n'a pas à descendre de notre pyramide, comme on veut dire, pour aller leur dire quoi faire, qui montent déjà peut-être un petit peu. Si on peut faire ça horizontal aussi, peu importe. Mais ouais, donc il y a plein de choses par rapport à ça. Je ne suis pas trop positiviste sur la pyramide, je suis plus raisonnatif. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres questions, oui? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Ça veut dire que c'était clair? OK. Je travaille avec des chercheurs qui font de la généalogie. OK. Et sont même des consultants pour des associations de généalogistes. Et ils ont un plaidoyer qui va un peu dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'eux estiment que c'est une perte de savoir, de tout anonymiser et de tout détruire. Absolument. Et dans leur esprit, en tout cas, il y a vraiment une perte de la société. Comment est-ce que vous conciliez ça? Est-ce que dans votre schéma de pensée, il y a une place pour ces gens-là? Absolument. Oui, absolument. Complètement. Puis je vais revenir sur une des premières choses que j'ai dit, c'était que je postulais que défendre la vie privée, c'est une bonne chose. Puis là, on rentre dans ça, finalement, d'attaquer un petit peu ce postulat-là.
C'est-à-dire que c'est une bonne chose, dans certains cas, quand on parle d'entreprises privées qui vont chercher des renseignements dans les espaces publics. J'avais essayé de centrer comme ça, mais aller chercher des informations, ne pas les détruire, pouvoir les utiliser, a plein de fins qui sont vraiment importantes. Puis là, vous avez parlé de généalogie, puis de la généalogie, par rapport à ça, il y a une question peut-être qui sous-tend ça de génétique puis de santé. Et là, on tombe plus du secteur privé au secteur public. C'est pour ça que j'avais axé ça sur le privé. Fait que oui, il y a de la place, mais... Et on peut utiliser les données massives. On va chercher plein de données pour des fins de médecine de précision, par exemple, pour découvrir des nouveaux médicaments, découvrir des nouveaux traitements, même pour des politiques de sécurité publique, ce genre de choses-là. Mais là, on tombe plus dans des organismes. Bien, des fois, il y a des entreprises aussi, puis là, il y a tout un jeu de comment on met ça, mais des entreprises, pas des entreprises publiques, mais des organismes publics au sens de la loi. Mais quand on tombe dans le domaine de la santé, c'est vrai que garder les données, même si on ne sait pas pour... Ça, c'est une nouvelle problématique pour les fins, comment on va les utiliser ou comment on va les réutiliser. Créer ces grosses banques de données-là va dégager des bénéfices collectifs qui sont immensément importants et donc, ou ont le potentiel de dégager des bénéfices qui sont collectifs qui sont immensément importants. Et donc, est-ce que protéger la vie privée à partir de ce moment-là, c'est pas renoncer à ces bénéfices-là, c'est pas renoncer à ce que ça peut nous produire comme savoir. Même les entreprises voudraient souvent les garder pour réutiliser, pour faire de la publicité ciblée ou quelque chose. Ben oui. Et donc, il y a quelque chose à avoir par rapport à tout ça. Mais c'est, selon moi, important de regarder c'est quoi les fins, puis où est-ce qu'on est, dans quel secteur est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est dans les entreprises qui veulent vendre des services, ou est-ce qu'on est dans le domaine de la santé ou de la sécurité où on veut dégager des bénéfices publics? Puis, juste pour donner un exemple, j'ai parlé de Pulsar au début. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Pulsar, c'est une grosse banque de données sur laquelle on travaille à l'Université Laval pour des fins de croisement de données dans le domaine de la santé, en fait. Puis on a un certain nombre de problèmes, puis souvent les chercheurs sont comme moi, juste lève toutes les barrières à la protection de la vie privée, on va trouver plein de choses, on va trouver plein de domaines, on va plein de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Puis un des problèmes qu'on a par rapport à ça, c'est que c'est comment aller chercher le consentement. C'est que plusieurs des personnes vont consentir au partage de leurs données pour un projet de recherche, ça va passer à travers le comité d'éthique pour telle fin. Mais une fois qu'il est là, puis que tout le monde vient piger dedans, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a un consentement? Est-ce qu'il faut voir le consentement toujours? Est-ce qu'on peut réutiliser ces renseignements-là? Est-ce qu'on ne devrait pas les dépersonnaliser? Là, dépersonnaliser, comme vous dites, on a besoin quand on va faire de la recherche sur certaines maladies précises. Le nom, peut-être, ça ne change pas grand-chose, mais tous les identifiants indirects, le sexe, l'âge, la géolocalisation, là, ça nous dit quelque chose. Donc, si on enlève tout ça, comment on fait? Comment est-ce qu'on balise tout ça? La grosse différence, selon moi, c'est que dans ces contextes-là, puis là, je sais que j'esquive un petit peu l'idée des compagnies privées qui font de la santé, là, mais c'est que souvent, ces chercheurs-là ou ces organismes publics-là, toute leur collecte de données, toute leur utilisation sont soumis à des comités d'éthique qui vont venir voir quand est-ce qu'on a minimisé l'information, comment est-ce qu'on a sécurisé la donnée, est-ce qu'on devrait aller chercher le consentement. Il y a des balises un peu plus importantes qui sont mises, même si on pourrait dire que le comité d'éthique, c'est pas non plus la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché, mais qu'il y a certaines limites à cette approche-là, mais c'est un petit peu plus balisé. Puis dans le secteur de la santé, c'est beaucoup plus balisé comment on va... Parce qu'on est au courant du recyclage informationnel, de ce que ça peut dégager comme bénéfice. Au niveau privé, puis de la ville intelligente, puis Pulsar, c'est un peu une question de ville intelligente aussi, mais par des organismes publics. Là, j'étais dans le privé. C'est sûr que les compagnies vont dire, moi, je le voudrais parce que je préfère encore plus de publicité ciblée puis engendrer beaucoup plus de profit. Puis oui, est-ce qu'on veut une économie forte et tout? Oui. Comme n'importe quoi, il y a peut-être des compromis à faire. Le gros problème, par exemple, c'est de laisser la porte ouverte comme elle est un peu en ce moment. Là, il y a des atteintes trop importantes à la vie privée des personnes. L'atteinte à la vie privée des personnes dans le contexte de la ville intelligente, c'est un des gros problèmes qu'ils ont en ce moment. C'est pour ça que la ville intelligente, ça a fait ça au début des années 2000, puis ça l'a droppé, puis là, ça repart. Parce qu'il y a trop d'atteinte à la confidentialité. Les gens ne comprenaient pas quel genre de données. Ils étaient surpris que des données étaient collectées, donc ils ne faisaient plus affaire avec telle compagnie, et donc la confiance baissait. Dans le domaine de la santé, cette confiance-là est encore plus importante. Si les gens se disent, moi, je ne participe plus à la recherche, je ne peux plus venir voir mon médecin, ou je ne dis pas tout, donc elle est encore plus importante. Il y a des études, il faudrait que j'aille voir les noms, puis tout, mais j'ai fait pendant la recherche, qui pensent sur la désuétude de la ville intelligente. Puis de tous ces appareils privés qu'on a mis en place, qui ont coûté cher, puis finalement, comme des poubelles intelligentes qui ramassaient des adresses courriels. Tu sais, des choses qui étaient vraiment trop larges, puis les gens vont plus jeter,
Puis ils vont plus s'approcher parce que là, c'est sorti comme compte. Et donc, tout est à côté de la poubelle, puis il y a juste une poubelle avec plein de déchets autour. Puis il y a quelqu'un qui a retracé ou cartographié toutes ces anciennes technologies qui ne marchaient pas. Et donc, même protéger la vie privée, là, c'est parce qu'ils ne protégeaient pas bien la vie privée. Donc, oui, ils voudraient plus, mais s'ils ne protègent pas bien, il y a une atteinte à la confiance, puis c'est un peu comme on disait tout à l'heure, les gens vont peut-être moins consommer leurs produits. Puis il y a pour répondre à votre question, oui, il y a une place dans mon schéma de pensée pour ce genre de considération-là. Ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup Ça fait plaisir. pour cette belle présentation. On voudrait vous offrir un petit cadeau de la part de la CCC Ottawa. Merci, ça va pas faire ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que je l'ouvre devant tout le monde? C'est comme un